Bonjour tout le monde, Olivier Paris, fondateur du groupe Avego. J'ai la chance aujourd'hui d'être avec Martin Provencher. Salut Martin. Salut, ça va? Oui, vraiment, je suis content d'être avec Martin aujourd'hui. C'est particulier parce que le premier livre en immobilier que j'ai lu, donc dans ma vingtaine, vous ne le savez peut-être pas, mais j'étais obsédé par apprendre, lire des livres, suivre des formations. Et le premier livre en immobilier que j'ai lu de toute ma vie, ça s'appelle Investir et réussir en immobilier. Et ça avait été écrit par Martin Provencher. Alors, c'est drôle que le parcours de ma vie m'amène aujourd'hui à être chez toi, être interviewé comme étant un des conférenciers principaux à l'Ultime Sommet de la prospérité. Martin, tu as écrit plusieurs best-sellers, entre autres Investir l'immobilier en fait en 2025. Ouais. Et ton plus récent livre, D'enfants battus à millionnaires, qui est un grand best-seller que j'ai commencé à lire, qui est extrêmement touchant. Aujourd'hui, tu te définis, Martin, comme un homme heureux, bon, un millionnaire, mais te connaissant, si tu te définis beaucoup plus comme un homme qui est prospère, qui est heureux, qui a une belle famille, tout ça, mais tu as eu une enfance très, très, très difficile. Aujourd'hui, tu es une sommité dans l'immobilier, tu es reconnu. Parle-moi un petit peu de où est-ce que tu viens avant d'expliquer où est-ce que tu es rendu maintenant. D'où est-ce que tu viens? Tu nous expliques un petit peu ton enfance, ton background? Ouais, c'est ça. Ben, comme tu l'as dit, depuis 1996, depuis la sortie de mon premier livre, parce que j'en ai écrit 5 en immobilier, je donne des conférences, je suis souvent appelé à commenter l'actualité immobilière. Ouais. Donc, depuis plus de 20 ans qu'on me connaît comme étant un spécialiste en immobilier. Et tout ce temps-là, dans le fond, chaque journaliste que je rencontrais me posait des questions par rapport à mon parcours, comment j'avais commencé, est-ce que j'avais hérité. Donc, il y avait une curiosité, dans le fond, parce que je suis encore quand même assez jeune. Puis oui, effectivement, j'ai réussi en immobilier. Donc, pour comprendre ce qui s'était passé, on me faisait souvent des questions sur justement mon enfance. Est-ce que c'était mon père qui était en immobilier, tout ça. Puis j'avais 3-4 phrases toutes faites qui résumaient le truc quand même assez sommairement, puis on enchaînait sur l'immobilier. Okay. Puis il y a 2 ans, dans le fond, là je sentais que j'étais prêt. Puis Québécois m'a proposé, dans le fond, d'écrire ce livre-là sur mon parcours, qu'ils ont appelé D'enfants battus à millionnaires. Évidemment, il aurait pu y avoir bien d'autres titres, mais quand on écrit un livre, le but c'est d'en vendre, fait que ça prend un titre accrocheur. Exactement. Fait que dans le fond, ce que ça résume, ça, c'est que... Fait que t'as pas été battu et t'es pas millionnaire, c'est ce que je comprends. Ben, à choisir, tu sais, peut-être que c'est bon. Mais en fait, c'est ça, effectivement, je viens d'une famille qui était très violente. Mon père avait beaucoup de problèmes. Et effectivement, il nous battait. Et à tel point que quand j'ai eu 9 ans, mon frère aîné, qui avait 7 ans de plus que moi, donc qui avait 16 ans à l'époque, il a dû carrément le mettre dehors parce que là, c'était une question de survie. Ah ouais. J'ai passé 2 ans seul avec ma mère. Vous étiez en mode survie constamment au quotidien. Oui, tout à fait, tout à fait. Ah ouais. Et quand j'ai eu 11 ans, ma mère s'est fait assassiner par un voisin qui avait un béguin, puis finalement, bon, ma mère ne voulait pas s'embarquer dans une histoire comme ça. Fait qu'il l'a assassiné, ça c'est dans la cour chez nous. Fait que là ensuite, ben, j'ai été trimballé à gauche, à droite. Puis finalement, je suis allé vivre quelques années chez un de mes oncles. Puis c'est comme ça qu'à 16 ans, j'ai acheté mes premiers terrains. Parce que j'avais une motivation très puissante de me prendre en main, de faire de l'argent. Parce que pour moi, faire de l'argent, c'était une sécurité qui me protégeait dans le fond. Ouais. Donc l'idée, c'était pas de bien paraître. Non, c'était vraiment la sécurité qui venait avec l'aspect monétaire. Puis, suite à cette acquisition de terrain, ben, j'ai acheté ma première maison l'année suivante. Okay. Donc là, j'avais 17 ans. À 17 ans? Ouais. Fait que là, j'ai acheté une première maison, dans le fond, à Trois-Rivières, parce que je suis allé finir mon cégep là-bas. Et il y avait une université. Alors, c'est ce qui m'intéressait, d'investir à Trois-Rivières. Fait que la première maison que j'ai achetée, j'avais la mise de fonds qui provenait de ma transaction de terrain de l'année d'avant, que j'avais revendue à profit. Puis, pour la capacité de remboursement, dans le fond, j'ai fait signer des baux à des étudiants du cégep de Victo où j'allais.
et qui voulaient aller étudier à Trois-Rivières. Donc, eux m'ont signé des baux et j'ai loué la maison comme ça que j'étais en train d'acheter. À 17 ans. Ouais, fait que c'est comme ça que j'ai pu acheter ma première maison. Puis après ça, avec le principe de levier que tout le monde connaît, j'ai acheté une deuxième maison à Revenu, à Québec. Puis après ça, c'était des maisons de campagne que j'achetais, que je rénovais, j'habitais dedans, je revendais une fois rénové, ainsi de suite. Donc j'ai fait des flips sans savoir à l'époque que ça s'appelait comme ça. Puis tu n'avais pas de mentor, justement, dans le sens que ton père. Non, moi j'ai vraiment. C'est un instinct de survie parce que tu as dit que tu as passé rapidement là-dessus, puis c'est bien correct que tu as vu ta mère se faire assassiner à 11 ans, c'est ça? Tu avais 11 ans? Exactement. Donc à 11 ans, tu es un petit gars. Tu viens d'un milieu où tu étais en mode survie constamment parce que tu avais un père violent dans les années précédentes. Tu as quitté la maison avec ton frère et tes frères, hein, je pense que... Ouais, j'avais trois frères, plus vieux que moi. Là, Trois frères plus vieux. Ta mère, quelques années plus tard, à 11 ans, tu te ramasses avec ta seule figure parentale, ta mère, se faire assassiner. Ouais. En tout cas, dans le livre, tu l'expliques en détail. Je ne veux pas qu'on rentre nécessairement en détail là-dedans. Puis, tu aurais eu le choix de t'en aller dans la drogue, de t'en aller. Écoute, il y a le suicide. Mais je pense que j'aurais réussi si j'avais pris cette voie-là aussi. Mais en choisi tu avais tout contre toi et à 11 ans, ce que tu as décidé de faire dans les années qui ont suivi, 6 ans plus tard, toute cette adversité-là, tu as décidé d'acheter ta première maison. Écoute, c'est incroyable parce que tu avais tout contre toi puis tu as juste décidé de. Mais en même temps, c'est vrai, même si c'est un cliché, ce qui nous tue pas nous rend plus forts, c'est tout à fait vrai. Puis ma motivation à devenir propriétaire aussi jeune résultait du fait que je me suis promené de famille en famille en attendant que les choses se tassent puis que j'atterrisse chez un de mes oncles. Ouais. Mais cet oncle-là, je le connaissais pas. Donc, puis quand j'ai eu 17 ans, on m'a dit, écoute, on a fait notre part pour toi, c'était bien correct, c'était bien vrai, mais eux, là, il y avait leur famille qui ont eu après moi, donc on m'a invité vers la sortie, puis il n'y a pas eu de téléphone après pour savoir comment tu vas, tout ça. Mais non, parce que la vie, c'est comme ça, on perd du monde de vue, là, mais moi, c'était comme une fin de semaine qui a duré quelques années, là. C'est comme une fin de semaine obligatoire dans un camp de jour, puis que c'est fini, la date d'opération est finie. Fait que moi, avoir ma clé à moi pour dire, OK, là, je suis chez moi. Puis ma première maison, moi, je me suis fait un appartement dans le sous-sol. Fait que ma première maison, j'ai habité le sous-sol pendant 5 ans. Fait que les gens, des fois, ils me disaient, mais ça n'a pas d'allure, là, c'est quoi l'idée? T'as une maison, mais t'habites dans le sous-sol. Mais moi, j'aimais mieux vivre dans le sous-sol d'une maison qui m'appartenait que d'être dans le plus beau des penthouses que j'aurais loué. Fait que là, j'étais chez nous. Est-ce que tu recherchais un peu, donc c'était justement l'adversité t'a amené à te dire je veux être indépendant, je veux être propriétaire, je veux avoir ma maison. Absolument. Est-ce que tu avais aussi le volet financier qui disait j'ai vu ma mère struggler, avoir des difficultés, puis est-ce que tu avais déjà l'idée de travailler sur ton autonomie financière pour justement pas te mettre dans une position où tu es dans des relations toxiques ou avec du monde qui te battent ou qui te respectent pas? Quand mon frère a mis mon père dehors, ma mère, elle avait quelque chose comme 200$ dans son compte de banque, avec 4 enfants, parce que c'était pas juste une violence physique, c'était une violence économique aussi, parce que mon père gardait l'argent, le contrôle sur l'argent, le peu d'argent que ma mère pouvait faire, en gardant des enfants comme ça. Bon. C'est souvent comme ça que ça commence, là. C'est souvent comme ça que les relations se dégradent. Fait que, tu sais, moi, l'été suivante, à 10 ans, on était à Victoriaville en appartement. Ma mère, là, je la vois compter ses billets de 20$ sur le coin de la table puis pleurer parce qu'elle n'a même pas assez pour payer l'appartement. Fait que, elle m'avait envoyé me faire garder chez un pur étranger, un pur inconnu, parce qu'elle avait plus d'argent pour me garder. Fait que, tu sais, moi, c'est sûr que après ça, oui, faire de l'argent, mais pas faire de l'argent encore une fois pour. Bon, Facebook n'existait pas dans ce temps-là, mais moi, faire de l'argent pour m'acheter une belle voiture. C'était pas ça m'a jamais intéressé. C'est les besoins de base. Les besoins de base, mais être vraiment sécuritaire, puis en même temps, j'ai un esprit rebelle qui fait que quand tu as de l'argent, tu peux prendre tes propres décisions. Tu sais, jamais, ou à peu près, jamais eu d'emploi, travailler pour quelqu'un d'autre, ça m'intéressait pas. Là. Donc, je voulais faire mes propres projets. Puis l'immobilier, ben,
c'est un secteur qui offre tellement de possibilités, où c'est possible de croître, mais aujourd'hui j'ai 48 ans, là, donc entre 16 et 48, là, il s'en est passé des années, il y en a eu des transactions, puis c'est d'une chose à l'autre que ça s'est bâti. Là. Exact. Puis si on revient, parce que l'immobilier c'est une classe d'actifs d'investissement, puis tu es clairement un entrepreneur dans l'immobilier, puis je pense que c'est une des raisons justement pourquoi je t'ai invité lors du sommet, mais dans tout ça, est-ce que ça se peut que justement, ça a tellement été difficile dans ton enfance que tu étais beaucoup laissé à toi-même, puis qu'il fallait que de par toi-même, tu trouves des solutions, puis que tu innoves. Penses-tu que c'est ça qui a créé le fait que tu voulais pas travailler pour quelqu'un d'autre, tu voulais être indépendant, puis être libre de tes choses? C'est-tu un peu ça? Qu'est-ce qui t'a amené C'est un mélange de tout ça. C'est sûr que j'avais j'avais une personnalité assez fonceuse, mais de l'autre côté, j'ai eu un environnement aussi qui a fait en sorte que j'ai pas eu le choix. Là, c'est ça. Puis le beau côté de ça, c'est que effectivement, d'avoir vu ma mère baigner dans son sang dans notre entrée de cours, cette image-là fait en sorte que des fois on entend les gens dire OK, on va faire un projet, puis au pire, mais tu sais, dans le fond, il n'y a pas personne qui va mourir. Mais moi, cette phrase-là, je l'ai déjà dit dans mon esprit, je l'ai déjà eu présente en me disant c'est vraiment le cas. Là. Fait que c'est pour ça que, comme tout le monde, j'ai mes stress, j'ai mes peurs, je calcule le risque, mais à quelque part aussi, à un moment donné, je me dis, bon, il n'y a pas personne qui va mourir. Là, puis c'est comme ça que j'ai pu toujours aller de l'avant, faire des projets de plus en plus gros. Oui, relativiser, exactement. Parce que ma référence est assez élevée. Là. Ouais. Tu as connu vraiment les deux extrêmes. Maintenant, je connais un autre extrême. Exact. Où c'est complètement différent. Puis là, maintenant, j'ai une famille, j'ai ta femme, tes deux enfants. J'ai tout ça, là, tu sais. Puis c'est complètement génial, là, parce que je vois, dans le fond, le retour du balancier, mais ça a été beaucoup de travail, ça s'est pas fait tout seul. Puis il y a beaucoup de transactions, beaucoup de risques. Les premiers immeubles que j'ai achetés, je faisais toutes les rénovations moi-même, tu sais, les joints, la peinture, etc. Là, parce que j'avais pas d'argent pour engager qui que ce soit. Là. Fait que tu sais, je suis pas là pour dire que ça se fait facilement et rapidement. L'immobilier, malgré les histoires qu'on entend, c'est quand même du long terme, tu sais. Puis si on veut se bâtir quelque chose d'intéressant, il faut y mettre le temps. Puis la passion, le cœur. C'est dans n'importe quoi. Dans tout business, exact. On ne peut pas réussir dans quelque chose qu'on n'aime pas, je pense. Puis moi, ce qui m'intrigue le plus, Martin, c'est à quel point, écoute, tu es parti vraiment d'adversité, de défi. En arrière, vraiment très loin. Aujourd'hui, tu vis une vie dans l'abondance, dans la prospérité, puis surtout, tu as une belle famille. On est sur le dessus d'une montagne, tu vis la vie de tes rêves, dans le fond. Oh, absolument. C'était ça ton rêve et tu l'as. Moi, ce qui m'intrigue, c'est de savoir comment tu as fait pour partir d'un background autant difficile, autant violent, puis d'arriver à l'autre extrême totalement. Parce que souvent, l'être humain va s'auto-saboter, va briser ses relations, parce que disons qu'on a connu la violence, il y a différents chemins qu'on va faire. On va prendre un Y, on en parlait tantôt. Gardy Fury va parler justement du Y. Les deux choix qu'on a, on a le choix de répéter les mêmes choses ou complètement changer. Y a-t-il quelque chose, comment tu as fait justement pour ne pas répéter les mêmes erreurs que tu as vues de tes propres yeux de ta famille? Statistiquement, la majorité des gens qui ont été battus ne répètent pas ce pattern-là. La majorité. Okay. Puis ça aurait été très faible de ma part que de répéter ce pattern-là qui ne me colle pas à la peau du tout, mais de répéter ce pattern-là avec cette justification, bon, j'ai déjà été battu, fait que je bats moi aussi. Non, c'est pas ça. Moi, dans le fond, j'ai beaucoup lu. J'ai lu quand j'étais adolescent, dans mes passes les plus difficiles. Je lisais beaucoup de Martin Gray, par exemple. C'est un gars qui a passé à travers les camps de concentration, qui est devenu un homme d'affaires. J'ai lu beaucoup d'histoires comme ça qui m'ont permis de m'évader, de meubler le temps, parce que j'ai eu beaucoup de temps à meubler pour que les années passent puis que je finisse par me guérir puis me bâtir et être bien. Fait que lire ça, c'était puis je suis encore un grand lecteur, mais au-delà de ça, un autre de mes trucs, c'était de subdiviser l'échéance en plus petites parties. C'est-à-dire que je prenais mon calendrier, là, puis je me disais, bon, OK,
bon, aujourd'hui, c'est le printemps, ok, ça, c'est super, tu sais. Puis je me fixais toutes sortes de petites échéances. Puis là, le truc, c'était de me rendre à la prochaine échéance. Bon, dans 12 jours, là, il y a un party, il y a telle affaire, ça va être le fun. Bon, fait que je me rends là, tu sais. Puis pour me rendre là, ben, je lisais, puis je me mindais. Puis hop, là, j'étais rendu à cette échéance-là, puis là, j'en fixais un autre. Puis c'est comme ça que, petit à petit, j'ai passé au travers, puis que j'ai pu en même temps aussi grandir, puis me développer, puis... Ouais, mais des échéances. Ben, franchement, je fais encore ça. Mais si on retourne justement vers le côté business, souvent c'est qu'on voit le gros projet, mais le gros projet commence par une petite étape. C'est ça. Fait que la vision dans 5 ans, dans 10 ans, mais ramener ça sur une année, la prochaine année, qu'est-ce qu'on fait, puis après ça, chaque trimestre, puis régler un truc par semaine ensuite, puis on y arrive. Là, une chose à la fois. Une chose que tu as appris, Martin, dans ta vie qui, selon toi, fait en sorte que tu es rendu où tu es rendu? Y a-tu une chose, un secret que tu pourrais dire aux gens qui nous écoutent, qui a eu un impact tellement important dans ta vie à toi? C'est très simple, il faut réfléchir à qu'est-ce qui est vraiment important. Prendre le temps de réfléchir dans la masse de possibilités de ce qu'on peut faire, de ce qu'on peut avoir, de qui on peut côtoyer. Prendre le temps de prendre un peu de recul et se demander qu'est-ce que je veux faire exactement, qu'est-ce qui est important. Parce qu'il faut se concentrer sur quelque chose. Parce qu'il faut arrêter de courir à gauche, à droite. Il faut vraiment se concentrer sur quelque chose. Donc cet objectif-là, il faut l'avoir défini clairement, l'avoir choisi, puis ensuite être prêt à payer le prix. Parce qu'il y a toujours un prix, là. Ça ne se fait pas tout seul. Fait que, à la fin, il faut arriver avec un rêve qui est plus grand que les peurs qui viennent avec. Puis si on n'a pas assez de peur, c'est parce que le rêve n'est pas assez grand. Donc on se fixe un grand rêve, on l'a choisi, on le sait qu'il va avoir un prix à payer, mais parce qu'on l'a choisi, on paie le prix, on travaille dans ce sens-là, puis on règle une chose par semaine dans la bonne direction. Puis on ne change pas le cap, là. On maintient le cap. On est dans une société justement où puis surtout les entrepreneurs ont tellement de projets, tellement d'idées, puis ils veulent tout faire. Ce conseil-là est tellement bon de juste se ramener à pourquoi tu fais ce que tu fais, c'est quoi vraiment que tu veux. Puis d'y aller étape par étape au lieu d'essayer de tout faire. Ben moi, j'ai toujours une longue liste de projets que je veux faire. Je suis un hyperactif des projets. Là, puis je mets ça sur papier. Puis là, des fois, je viens stressé de me dire comment je vais faire pour faire tout ça. Mais je délègue un peu. Il y a des choses que je remets à plus tard. Puis je me concentre sur les quelques projets essentiels, prioritaires. Puis ensuite, je m'organise autour de ça. Puis je me rends compte à la fin de l'année qu'on a le temps d'en faire quand même beaucoup, malgré tout. Parce que souvent, on perd bien trop de temps à s'inquiéter puis à être stressé sur toutes les multiples choses qu'on aurait à faire. Puis ce temps-là, et surtout cette énergie-là qu'on met là-dessus, on ne met pas à battre des arbres. On est dans la forêt à battre des arbres puis faire des projets puis régler des affaires. Il faut être conscient que peu importe l'argent qu'on a, il y a une limite. Puis peu importe le projet qu'on choisit, on a 24 heures dans une journée, tout le monde. 168 dans une semaine. Puis on a une somme d'énergie. Individuellement, on a tous une somme d'énergie. Donc, on a de l'énergie, du temps et de l'argent. C'est essentiellement les grandes ressources qu'on a. Il faut les canaliser dans la bonne direction. Puis pas si on s'éparpille sur 12 projets en même temps, ben c'est 12 projets qui vont avancer petit à petit. Il y en a qui vont vivoter. Puis à la fin, on se dit, bon, on n'a pas réalisé grand-chose. Des fois, je dis, si tu veux mettre le feu dans un tas de feuilles avec une loupe, en concentrant les rayons du soleil, ben, il faut que ta loupe elle soit focalisée à la bonne place, il ne faut pas que tu bouges, puis quand il commence à avoir de la fumée, même si tu as une crampe dans le bras, il faut que tu restes là. Exact. Mais écoute, c'est tellement bien expliqué, puis c'est tellement un bon conseil. Puis écoute, c'est drôle que tu me dises ça parce que hier soir, on a un projet immobilier, moi et un chum, un associé qu'on voulait se lancer. Puis hier, on est allé souper pour ce projet-là. Puis tout le long du souper, on a parlé de plein d'affaires. On s'est mis à jour, puis c'est un chum, on a eu du plaisir, on a eu une belle discussion. Puis finalement, on s'est ramassé dans le parking, puis on s'est dit, hey, on n'a pas parlé de projet immobilier. Puis les deux, en dedans de nous autres, ça fait une semaine qu'on se disait, on veut-tu vraiment le faire? Puis pourquoi qu'on veut le faire? Puis c'était plus un trait. Fait que c'est ça, on s'est jasé, mais on a dit, hey, on n'a pas parlé du projet, qu'est-ce que t'en penses? Ben, je pense que si on n'a pas parlé, c'est peut-être pas une de nos priorités. Fait qu'on laisse ça de côté. Fait que les deux, on a comme fait, oui, c'est le fun, oui, c'est intéressant, mais on a tellement d'autres affaires plus importantes, plus alignées avec notre mission, qu'on va rester focusé là-dessus, puis c'est pas grave, on passe.
Et des opportunités, il y en a tellement dans le milieu des affaires, que ce soit en immobilier ou en entrepreneuriat. Il y en a. Et je pense que la peur de manquer une opportunité, c'est souvent une des plus grosses erreurs que les gens font parce qu'une opportunité manquée, ça va juste en ramener d'autres plus tard. Puis, absolument. Puis on manque tout le temps de ressources, de temps, d'argent et d'énergie avant de manquer d'opportunités. Exactement. Ouais. Parle-moi, Martin, tu vas être à l'ultime sommet de la prospérité les 26, 27 et 28 avril prochains. Tu viens pas nous parler d'immobilier, évidemment, tu vas nous parler de ton parcours qui touche inévitablement, mais c'est pas une formation en immobilier. Tu veux venir nous expliquer ton parcours, justement, de où est-ce que tu es parti, où est-ce que tu es rendu. Peux-tu donner un petit cue sur les gens qui t'écoutent aujourd'hui, qui veulent savoir plus, qu'est-ce qu'ils vont apprendre dans ta conférence d'une heure et demie? Bon, essentiellement, dans le fond, là, je vais vous parler de persévérance puis de résilience. Parce qu'on ne peut pas matérialiser un rêve, quel qu'il soit, sans avoir un minimum de persévérance. Puis on le sait qu'il va y avoir des embûches qui vont nous exiger d'être résilients, de se relever. Ouais. Parce que mettre un genou par terre, ça, tout le monde fait ça. L'important, c'est de se relever puis continuer d'avancer dans la bonne direction. Puis j'ai des trucs concrets aussi en ce sens-là. Donc, je vais un peu partager là, ma recette concrètement, ce que je fais au quotidien, entre autres choses. Des petits trucs là, quand j'explique ça aux gens, ils me disent « Ah ouais, mon Dieu, ouais, ça fait du sens. » Des trucs concrets qui peuvent appliquer en centaines de séminaires. Tu sais, je parle pas de changer vos habitudes de A à Z du jour au lendemain. Ça, de toute façon, l'être humain, avec sa résidence au changement, on a tous une résidence au changement. C'est très difficile. C'est comme un régime, là, on sait tous qu'au bout d'un mois, c'est déjà passé. C'est fini. Mais ça, il va un petit changement à la fois. Sur une longue période de temps, là, on peut voir des changements. Exactement, c'est ça le secret. C'est faire des gestes dont l'accumulation dans le temps va faire des grandes différences. Exactement. Good. Fait que tu viens de partager, en fait, c'est l'effet de levier. Hein? C'est ça. Hein? C'est Tony Robbins qui dit que si tu fais juste changer de 1 degré de trajectoire, que ce soit d'un avion, que ce soit de ton bâton de golf, 5 km plus loin, ça fait un grand écart. Toute la différence. Fait que tu viens de partager des trucs concrets, précis que les gens peuvent faire au quotidien pour améliorer leur efficacité, leur productivité, puis ultimement leurs résultats en affaires et en immobilier. Oui, parce qu'on est tous le moteur de nos propres projets. Donc, il faut, à mon sens, travailler sur soi pour être tout le temps le plus high possible. Oui, exact. Hey, merci Martin, merci à vous pour votre écoute. Si vous avez apprécié la vidéo, partagez-le, commentez, indiquez les noms des gens avec qui vous aimeriez être au sommet. On va faire un tirage lundi prochain d'un gagnant pour une paire de billets argent. Donc, partagez la vidéo, indiquez avec qui vous aimeriez être au sommet. Donc, Martin, merci pour ton temps. On se voit au sommet. Yes. Merci. Plaisir, merci. Salut la gang.